Vous connaissez cet homme ? Vous avez déjà au moins vu sa tête ou entendu son nom. Il s'appelle George. Quand vous voyez cette tête, quelle est la première idée qui vient vous chatouiller l'esprit ? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. C'est bon ? Ok, laissez-moi deviner. Capacité cognitive limitée ? 11 septembre, Irak, Afghanistan, criminel de guerre, fils de... C'est ce que j'aurais dit aussi. Et puis, j'ai eu envie de comprendre comment cet homme, que j'avais toujours vu comme un peu simplet, était devenu président. Alors j'ai fait 2 mois de recherche, et j'ai réalisé à quel point je n'avais rien compris à George. Un peu comme une série que j'aurais regardée dans le désordre. Et en l'occurrence, j'avais raté les 3 premières saisons, au moins. Ce que j'ai découvert, c'est que son élection à la présidence des États-Unis, c'est la partie émergée de l'iceberg. Pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut aller chercher en profondeur. Alors si vous voulez comprendre cet homme, plongez avec moi, je serai votre guide. Thank you very much, Mr. President. Comme il n'a pas pu se joindre à nous pour témoigner, j'ai décidé de le représenter en utilisant cette carte. Tout au long de ce documentaire, je vais tirer des cartes dans ce paquet pour vous présenter des personnages clés qui ont permis le succès de notre protagoniste. Commençons par présenter notre personnage principal. George naît en 1946. What do you most remember about growing up in Midland, Texas? Ours was a life of Little League baseball, very outdoors, neighborhood, a lot of backyard barbecues. Au cours d'une enfance que George décrit comme insouciante et idyllique, il est fasciné par un homme en particulier. Un homme que George passera sa vie à tenter de suivre. Un homme dont il est le portrait craché, George H.W. Bush, le père de notre protagoniste. Au moment de la naissance de George, le père Bush a 22 ans et est étudiant à Yale. Il est marié à Barbara, son amour de jeunesse, qu'il a épousée 1 an plus tôt. Le père Bush enchaînera les accomplissements au cours de sa vie. Pilote décoré pendant la Seconde Guerre mondiale, membre du Congrès américain, ambassadeur aux Nations Unies, directeur de la CIA, vice-président, puis président. Un CV long comme le bras qui donne le vertige. Et quand notre protagoniste grandit, ce désir de marcher dans les traces de son père est très évident. Dans ses mémoires, George disait « Je l'adorais. Quand j'ai grandi, j'ai eu d'autres modèles. Mais en réalité, je n'ai jamais eu besoin de chercher de modèle. J'étais le fils de George Bush. » Au début de sa vie, George fait tout comme son idole. Il va au pensionnat d'Andover comme son père et entre à l'université de Yale comme son père. Il devient président de la fraternité Delta Kappa Epsilon comme son père et rejoint l'équipe de baseball comme son père. Après l'université, il décide de devenir pilote dans l'Air Force comme son père. Et quelques années plus tard, diplômé d'Harvard, il décide en 1975 de revenir à Midland au Texas pour faire fortune dans le pétrole. Exactement ce que son père avait fait 25 ans plus tôt. It was those early childhood memories that lured me back. Midland in the 70s during the oil boom was a gold rush type town. Notre vaillant entrepreneur décide alors de devenir landman, quelqu'un en charge d'acheter à leurs propriétaires des terrains potentiellement riches en pétrole pour les exploiter. Et donc en 1977, il crée son entreprise d'exploration pétrolière, Arbusto. Pendant un peu moins d'une dizaine d'années, il mène une carrière d'entrepreneur avec des hauts et des bas. 42 years old, I've lived a lot of my life already. I feel very secure as to who I am and where I've been, and don't feel a need to be anything other than kind of a half-broke oil man from West Texas. On est en 1985. À ce moment-là, George doit faire face à son plus grand démon, l'alcool. At times I thought, I like to drink too much. I'd go from about a 3 to a 10 after a couple of martinis, And my wife and friends would remind me that I was just a 3. Et dans cette période sombre, un homme bouleversera la vie de George, lui ouvrira les yeux et lui permettra de renaître. Billy Graham, l'un des pasteurs évangéliques les plus renommés du pays. L'été 1985, Billy rend visite à la famille Bush. Celui-ci prononce alors des mots qui résonnent en George. Certains d'entre nous sont des chrétiens dès la naissance. Et certains d'entre nous ont besoin de renaître pour comprendre Dieu. Après cette longue conversation, Bush dira que Billy avait planté la graine du salut dans son esprit. Il arrête progressivement le bourbon et se tourne vers la Bible. Avec un ami, il rejoint un groupe d'études bibliques, une sorte de bootcamp spirituel. Pendant 2 ans, une fois par semaine, George et son ami lisent et étudient des passages du Nouveau Testament, au point de connaître l'évangile de Luc et le livre des Actes sur le bout des doigts. C'est la première fois que George lit un livre avec autant d'attention. Il est émerveillé. George explique « Dieu m'a aidé à ouvrir les yeux, qui se fermaient à cause de mon alcoolisme. Pour cette raison, j'ai toujours eu une affection particulière pour les paroles du cantique Amazing Grace. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. » 1986. Les talents d'entrepreneur de George lui permettent de signer un deal avec Arken Energy, une entreprise texane qui se charge de racheter Arbusto après que les prix du pétrole aient continué de chuter. C'est là que l'ascension de notre vaillant George commence. Sympa comme histoire, non ? Ça, c'est le récit que George a raconté tout au long de sa carrière politique. Une sorte de témoignage de foi, montrant un homme qui,
à l'aide du Seigneur, avait réussi à vaincre ses démons et était revenu des abysses, comme le fils prodige, pour remettre l'Amérique sur le droit chemin. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose. Ceci est un point. Ce point représente un événement dans la vie de notre protagoniste. Comme n'importe quel être humain, George est entouré d'une myriade de points. Certains plus ou moins distants, d'autres plus ou moins récents, mais tous liés à lui d'une manière ou d'une autre. Une histoire, comme celle que je viens de vous raconter, c'est le fil qui relie un ensemble de points. Ce qui est important dans une histoire, ce n'est pas chaque point dans leur individualité, mais plutôt ceux que l'on choisit d'inclure ou d'exclure. Et donc l'histoire que l'on choisit de raconter ou de ne pas raconter. Laissez-moi retracer le fil de notre histoire en incluant une série de points que George a choisi de ne pas mentionner. Et pour ça, il faut que je revienne en arrière. We don't talk in terms of dynasty. We don't think that way, as old Joe Kennedy might have thought. Vous vous êtes déjà demandé ce à quoi le W dans George W. Bush faisait référence? Dans le nom George W. Bush, le W est le diminutif de Walker. Et c'est parce qu'en réalité, George est issu non pas d'une, mais de l'union de deux familles, les Bush et les Walker. Et l'un des ancêtres les plus importants de notre protagoniste, en quelque sorte le père fondateur de ce qui est par la suite devenu la dynastie Bush, c'est cet homme, George Herbert Walker, l'arrière-grand-père de notre protagoniste, ou le grand-père maternel de George H.W. Bush. Originaire de Saint-Louis, Walker crée une société d'investissement en l'an 1900. Après quelques années très lucratives, il commence à tisser des liens avec la famille Harriman, propriétaire de Union Pacific, un énorme réseau de chemins de fer, ainsi que la banque d'investissement JP Morgan. Pendant la Première Guerre mondiale et avant l'entrée en guerre des États-Unis, JP Morgan est l'une des seules banques acceptant d'exporter à la France et au Royaume-Uni de l'armement en provenance des États-Unis. Et Walker, avec son expertise de la production industrielle et des réseaux de chemins de fer, voit sa fortune continuer de grimper. Dans les années qui suivent, un certain nombre d'amis entrepreneurs de Walker finissent par occuper des postes importants au gouvernement ou à la tête de géants industriels. Walker reste en contact avec chacun d'entre eux, comprenant l'importance de ce réseau pour sa propre réussite. Après la guerre, il déménage à New York pour aider à gérer une grosse banque d'investissement créée par la famille Harriman. La fille de Walker, Dorothy, épouse un jeune homme nommé Prescott Bush, le père de George H.W. Bush. Et en 1926, Prescott commence à travailler pour son beau-père dans la banque d'investissement des Harriman en tant que vice-président. Je vous épargne plein de détails parce que, en réalité, l'arbre généalogique des deux familles est assez complexe. Notamment parce que tous les hommes s'appellent George. Ce que vous devez comprendre, c'est que les deux familles prennent racine dans un biome en pleine floraison. Dans les années 20, les États-Unis prennent une importance capitale comme acteur financier sur la scène mondiale. Dans l'entre-deux-guerres, George Herbert Walker et ses amis de Wall Street investissent sans réelle considération géopolitique. La banque de la famille Harriman, mentionnée un peu plus tôt, tisse des liens forts avec l'élite industrielle allemande et participe grandement au réarmement du Reich. Et ce, jusqu'à l'entrée en guerre des États-Unis en 1941. Après Pearl Harbor, les Walker Bush et leurs amis sont exonérés par Roosevelt, leur connaissance de la machine industrielle allemande étant trop précieuse aux yeux du gouvernement. Ce qu'il faut retenir, c'est que les mobilisations durant les deux guerres mondiales ont créé des réseaux durables qui ont connecté certaines familles avec l'élite politique, militaire et économique du pays. Et dans cette période de transformation, les Walker, les Bush et toutes leurs connexions prennent une importance capitale. Après la guerre, Prescott Bush est associé dans la banque des Harriman. Et en 1952, il se lance en politique et devient sénateur pour l'État du Connecticut. Il devient très proche du président Eisenhower et de son vice-président Richard Nixon. Et en parallèle de ça, son fils, George H.W. Bush, devient père en 1946 et est terminal en 1948. Il commence alors à travailler pour une filiale de la banque d'investissement Harriman, dont l'un des membres du conseil d'administration est un ami de son père qui lui aussi est allé à Yale. 2 ans plus tard, George H.W. Bush part au Texas pour faire fortune dans le pétrole. Il reçoit une grosse aide financière de son oncle, Uncle Herbie, le fils de George Herbert Walker. Lorsque Nixon est élu président en 1968, il prend George sous son aile puisqu'il est le fils de son ami Prescott. 1968 est aussi l'année où notre protagoniste obtient son diplôme de Yale, tout comme son père, son grand-père et son arrière-arrière-grand-père des années plus tôt. When you were a kid, did your dad give you an allowance? I can't remember, so I probably. En 1975, comme je vous le disais, George vient de s'installer à Midland, au Texas, pour faire fortune dans le pétrole. Midland, c'est le Texas, mais c'est à l'époque la ville la plus riche des États-Unis, avec les plus grosses ventes de Rolls-Royce et le plus haut revenu par habitant. Lorsque notre protagoniste commence sa carrière d'entrepreneur pétrolier au Texas, Jonathan Bush, l'oncle de George, lève plus de $500 000 pour son neveu. Une petite somme qui permet à George de se lancer dans l'entrepreneuriat dans les meilleures conditions. Les prix du pétrole chutent à partir de 1980 et George, ayant épuisé son modeste budget d'$1 demi-million
de dollars, est contraint de trouver encore plus d'argent. Il se tourne une fois de plus vers son réseau familial et arrive cette fois à lever 4,7 millions de dollars au début des années 80. Sauf que les prix du pétrole continuent de chuter. Et 2 ans plus tard, George avait déjà siphonné 3 millions sur les 4,7 qu'il avait levés 2 ans plus tôt, sans aucun résultat concret. Un journaliste avait dit à l'époque « Dès qu'il creuse un puits sans trouver de pétrole, quelqu'un est toujours prêt à le remplir d'argent pour lui sauver la mise. » George s'enlise. Malgré son immense réseau, la réussite ne lui sourit pas. Il tente de garder la tête froide, mais le prix du baril continue de chuter et sa consommation d'alcool, elle, augmente dangereusement. Dans ses mémoires, en parlant de son alcoolisme, George raconte une anecdote. Après une soirée passée à pêcher et jouer au golf, nous étions en train de dîner. J'avais déjà bu plusieurs bourbons 7-Up. Nous étions assis avec une amie de mes parents et, un peu saoul, je lui demande « Alors, c'est comment le sexe après 50 ans ?» Tout le monde à table fixait son assiette sans dire un mot, sauf mes parents et ma femme qui me regardaient, complètement éberlués. Le lendemain, en me réveillant, j'ai tout de suite regretté. À la suite, je vous l'ai raconté il y a quelques minutes, la rencontre avec Billy Graham, le pasteur évangélique. Il arrête l'alcool, se tourne vers Dieu, étudie la Bible et se remet dans le droit chemin. Lorsque Arkane Energy rachète la boîte de George, au bord de la faillite, ce rachat est en réalité plus le fruit du réseau familial que de la grâce divine. Ok, on a donc l'histoire de George Bush, selon George Bush, et l'histoire de George Bush selon ceux qui l'ont étudié un peu plus en profondeur. Et ce que notre protagoniste laisse volontairement de côté, c'est qu'il est le fils aîné d'une dynastie politique vieille de 4 générations. Une dynastie bénéficiant d'un immense réseau d'amis haut placés, appartenant à l'élite politique, financière et militaire du pays. On est donc arrivé là où notre dernière histoire s'était arrêtée, en 1986. Mais comment expliquer que 14 ans plus tard, George ait réussi à se hisser sur le trône présidentiel? Et pour bien comprendre ce qui va suivre, je dois introduire un nouveau personnage. Ce protagoniste est un petit peu particulier, parce qu'il ne s'agit pas de quelqu'un à proprement parler. Le Texas. George Bush, what's it like to be a Texan? Well, I feel pretty lucky to be a Texan for starters. Inside of Texas is a very comfortable feeling. People are great. There's a lot to do here. It's kind of a can-do spirit in Texas. Un état aux traits tellement marqués qu'on pourrait presque y voir un personnage. La caricature d'un pays déjà très caricatural. Dans ses mémoires, George décrivait sa terre d'enfance. Il n'y avait pas d'arbres. Le sol était plat, sec et poussiéreux. Et en dessous se trouvait une mer de pétrole. Un état qui, à l'image de ces paysages arides et désolés, n'est pas très hospitalier aux espèces non endémiques. Cela est d'autant plus vrai pour les hommes politiques. Le père de notre protagoniste en est l'exemple parfait. 15 ans après son arrivée au Texas, George H.W. Bush se présente pour les élections sénatoriales de 1964. Il se fait détruire. Ses costumes bien taillés, ses pulls en laine, son accent du Nord et son petit chien lui valent d'être moqué dans le Texas poussiéreux et rural des années 60. L'auteur Kevin Phillips disait « La schizophrénie culturelle de George H.W. Bush continuera d'être un talon d'Achille politique. » Et en 1978, lorsque notre protagoniste tente une fois de plus de suivre les traces de son père et se présente lui aussi aux élections sénatoriales, il est immédiatement vu comme trop BCBG pour le Texas. Sur une pub de campagne, on voit George en train de faire un jogging pour montrer sa jeunesse et son dynamisme. Son rival, Ken Hance, avait rétorqué en voyant la pub. « Le seul moment où les gens d'ici courent, c'est quand quelqu'un leur court après. » Il enchaîne. On n'a pas besoin qu'un mec du Nord-Est vienne nous dire ce que nos problèmes sont. Aïe. George se confie dans ses mémoires. J'ai appris que laisser votre opposant vous définir est la pire erreur que vous puissiez faire dans une campagne politique. Sauf que George a un avantage sur son père. C'est une espèce semi-endémique. Bien qu'il vienne d'une famille élitiste, il est pratiquement né au Texas. Et contrairement à son père, qui était l'archétype du riche républicain de la côte Est, lui n'a jamais vraiment réussi à s'intégrer dans ce milieu. Where'd you go to school? Yale, Before that, Andover. what's that like? Pretty tough existence for a boy from Texas. It's a great education, but tough and kind of cold winters and no girls around. Dans la famille Bush, toujours propre sur elle, George, c'était un peu la jeune canaille mal habillée. George explique dans ses mémoires que suivre les cours au pensionnat où il était scolarisé pendant sa jeunesse était la chose la plus dure qu'il n'ait jamais eu à faire jusqu'à sa campagne pour la présidence, 40 ans plus tard. Pendant sa jeunesse, il développe un profond dédain pour cette société académique élitiste de la Nouvelle-Angleterre. Une de ses ex expliquait que ses camarades de Yale allaient tous à l'opéra, mais que George, lui, écoutait de la musique country en boucle. Revenons à notre arc principal, 1988. George est un nouvel homme. Il a dit adieu à la boisson, a accueilli le Seigneur dans sa vie, et il connaît la Bible par cœur. Une opportunité se présente alors à lui sur un plateau d'argent. Son père, après 8 ans de vice-présidence sous Reagan, se présente aux élections présidentielles. Il rejoint alors George Senior à Washington et est chargé d'agir comme point de contact entre l'équipe de campagne de son père et les leaders de la droite chrétienne du sud des États-Unis, un rôle qu'il prend très à cœur.
Et voilà, premier gros succès pour notre protagoniste. Non seulement le père accède à la Maison Blanche, mais il réussit en plus à rafler près de la moitié du vote évangéliste texan à la primaire, et 70% du vote évangéliste lors de l'élection générale. Ce qui est absolument incroyable. Pour que le père Bush, un chrétien très modéré, ayant lui-même admis qu'il n'avait jamais porté d'intérêt pour la lecture de la Bible, arrive à convaincre ces mecs-là de voter pour lui, vous donne une idée des compétences de networking et de persuasion de George. Et c'est parce que la rédemption, c'est un terme familier pour beaucoup de Texans. S'il y a bien une chose que l'on trouve en abondance au Texas, à part la poussière et le pétrole, c'est le christianisme. En 2000, 92% des Texans déclaraient que la religion était importante dans leur vie, et 70% pensaient que la Bible était la parole littérale de Dieu, et que toutes ses prophéties se réaliseraient. Bush comprend très vite qu'un mouvement est en train de prendre de la vitesse aux États-Unis. Le fondamentalisme religieux. Une forme de militantisme religieux par lequel des vrais croyants autoproclamés tentent d'arrêter l'érosion de l'identité religieuse, de renforcer les frontières de leur communauté et de créer des alternatives viables aux institutions et comportements laïques. Ils croient aussi en une interprétation très stricte des textes religieux. Les branches épiscopaliennes, modérées et sages, dont les Bush sont traditionnellement issus, se voient perdre près de la moitié de leurs adhérents entre 1960 et 2000. Là où les mouvements évangélistes, plus extrêmes et flamboyants, comme la Convention baptiste du Sud, voient ses adhérents passer de 10 millions à 17 millions pendant la même période. À ce moment-là, l'adhérence à ces branches protestantes est très corrélée avec une position sur le spectre politique. Les branches plus modérées se tournent en majorité vers les démocrates et les mouvements évangélistes votent républicains. Et le Texas, traditionnellement en état bleu, se voit changer progressivement de couleur politique. Et un homme comprend que George a un potentiel énorme et décide de tout miser sur lui. Un homme que notre protagoniste appellera plus tard son scientifique fou, Karl Rove. George ne s'en souvenait pas, mais il avait déjà rencontré Karl en 1973, lorsque notre protagoniste était à Harvard. À l'époque, Karl travaillait pour le Parti républicain, en tant qu'assistant, et il n'était pas rare qu'il doive faire des petites missions pour certains hauts cadres du parti. Chairman Bush's chief of staff, a fellow named Tom Lass, said, George W. Bush is going to arrive from Harvard. It's your job to give him the keys to the family car. And so when he appeared at the front desk, I trotted down and handed him the keys to the family car, which was a purple Gremlin with Levi interior. He walked in, cowboy boots, air flight jacket, exuding, great smile, exuding total charisma. It's unbelievable. Karl deviendra par la suite l'un des consultants politiques les plus brillants et redoutés des États-Unis. Notamment parce qu'il avait vu venir le fait que, dans les années 80, comme je vous le disais précédemment, le Texas allait progressivement tomber aux mains des républicains. Karl n'est peut-être pas l'homme le plus chrétien qui soit, mais ça ne l'empêche pas de produire des miracles. En 1978, ses talents de consultant arrivent à faire élire Bill Clements, gouverneur du Texas. Le premier gouverneur républicain depuis 100 ans. Rien que ça. Certains consultants politiques mesurent leur succès par le nombre de clients qu'ils ont. Rove mesure ses succès par le nombre d'élections qu'il gagne. Pour Rove, la politique, c'est une guerre. Tout est permis pour gagner. Et en 1992, Rove voit l'opportunité idéale pour parfaire son tableau de chasse. George H.W. Bush vient de perdre les clés de la Maison-Blanche face à son adversaire démocrate, Bill Clinton. Le père Bush avait notamment perdu dans l'État du Texas, un État que George l'avait aidé à conquérir 4 ans plus tôt. I don't like it when the editorialists write personal things, or the cartoonists, the elitist cartoonists write little, unfair characterizations of my dad. Notre protagoniste se sent humilié pour son père. Il a une envie de revanche. Et qui de mieux pour l'aider que Karl Rove. Karl, qui était maintenant bien connu des cercles républicains, et qui était un ami du père Bush. Il embauche 2 autres personnages secondaires, mais très doués. Joe Olbo, en charge de l'organisation de la campagne, et Karen Hughes, directrice de communication. Une équipe qui sera surnommée par la presse le Triangle de fer. L'élection s'annonce difficile. La gouverneure en place, Ann Richards, est une démocrate avec un taux de popularité de 70%. Quand elle apprend que George veut se présenter, elle répond immédiatement. Si son nom était George Smith, personne ne le prendrait au sérieux. Cette attitude de dédain marque un contraste avec l'attitude respectueuse et souriante de George. Anne ne prend pas son adversaire au sérieux et néglige sa propre campagne. This election is not a popularity contest. I mean, if it was a popularity contest on who was funniest and cutest and brightest. 4 years ago when she ran, she campaigned on a new Texas. Had a host of ideas for the new Texas, some momentum, some Tabasco and some energy. This time around, she still has the Tabasco, but most of the ideas in her platform have been a reaction to things in his platform. Et alors qu'Anne continue à attaquer George, notre protagoniste se la joue Monsieur Tout-le-Monde. Il reste fidèle au message créé par Karl, répétant les mêmes points, discours après discours.
avec une discipline de marathonien. Because you see, my message transcends party. My message is about a philosophy that's fair and hopeful and optimistic. You see, my dream is for Texas to look like no place else. For Texas to be a beacon state. A state so different and unique that when people look at us, they say, that's where I want to live. That's where I want to realize my entrepreneurial dream. Des éléments jouent aussi en faveur de notre protagoniste. Un boom démographique dans les zones républicaines, un Texas critique de l'administration démocrate de Bill Clinton, quelques gaffes par la gouverneure Ann Richards donnent de l'élan à George. Et pour Karl Rove, tout est permis. Il n'hésite pas à diffuser des rumeurs en insinuant par exemple que le cabinet d'Ann Richards était rempli de lesbiennes et à intimider des journalistes publiant des articles critiques de George. Le 8 novembre, Bush remporte l'élection avec 300 000 voix d'avance. Ann Richards l'appelle pour concéder la victoire. Elle avait presque l'air soulagée que cette campagne soit enfin terminée. Le biographe de George capture l'essence du Texas en parlant du Houston des années 90. La ville, qui avait continué à s'étendre après la guerre, ne pouvait être freinée, ni même rationalisée par l'urbanisme. Les tentatives de réforme publique exposaient leurs auteurs à des accusations de socialisme, voire de communisme. Cette espèce d'état de nature économique portait le surnom issu de la contraction de Texas et Economics, Texanomics. Et le mot Texanomics, Bush le comprenait bien. Il savait ce qui le rendrait populaire en tant que gouverneur. Peu de taxes, presque aucune régulation et une forte croissance venant du secteur de l'énergie. Spoiler, il est réélu en 1998. C'est pendant cette période que son aura politique atteint sa forme finale. Contrairement à son père, très unidimensionnel, George devient un personnage à part entière en combinant des éléments jusque-là jamais vus en politique américaine. Un cow-boy, aristocrate, fondamentaliste. Ses sentiers et son chapeau lui permettent de se fondre dans la tradition sauvage et poussiéreuse texane. Son nom de famille, comme une extension de marque, lui permet de bénéficier du réseau dynastique familial et de la crédibilité de son père au sein du Parti républicain. Et sa foi proclamée lui permet d'être bien vu par les mouvements évangélistes qui deviennent de plus en plus importants. Toutes les pièces du puzzle s'assemblent enfin. Une graine germe alors dans l'esprit de notre protagoniste et de son stratège en chef. Pourquoi ne pas devenir président ? Poussé par Karl Rove, George se souvient. J'ai autorisé Karl à commencer les démarches administratives et à recruter un réseau de personnes qui pourraient collecter des fonds et s'occuper de l'opération politique de base. Une fois le processus enclenché, il y avait un sentiment d'inévitabilité. En octobre 1998, je me sentais comme un bouchon de liège dans une rivière déchaînée. Lorsque j'ai été réélu gouverneur le mois suivant, le courant est devenu encore plus puissant. What you don't do, in my view, is you don't go plotting out some strategy. I'm going to behave this way so that eventually this will happen. Opportunity presents itself, and if things seem right, and your family agrees with you, then you run. Pour Karl Rove, ce n'est pas comme ça que ça marche. Pour gagner une guerre, il faut une excellente stratégie. Et gagner la présidence des États-Unis, c'est une guerre en 3 batailles. Avoir assez de fonds pour faire campagne, gagner la primaire et gagner l'élection. La première étape pour Karl, c'est de créer une sorte d'effervescence organique autour de son candidat. L'idée, c'est de créer l'illusion qu'un grand nombre de personnalités politiques viennent rendre visite à Bush pour lui montrer leur soutien et l'encourager à se présenter. Pendant plusieurs mois, Karl organise la visite de diverses personnalités. Un ancien premier ministre canadien, le chef du parti conservateur britannique, un ministre des Affaires étrangères qatari, les personnalités défilent sur la pelouse du palais de notre gouverneur, créant ainsi un feuilleton politique, le public se demandant qui sera le prochain à lui rendre visite. Mais Karl a encore un gros problème à résoudre. George ne s'intéresse pas à grand chose à part la Bible et le Texas. Les lacunes culturelles de notre protagoniste, surtout dans le domaine de la politique internationale, pourraient s'avérer être une faiblesse dans la course présidentielle. Karl décide d'enfermer George dans son manoir pour le scolariser à domicile et lui faire une sorte de formation accélérée à l'aide de divers experts, dont Condoleezza Rice, future conseillère à la sécurité nationale, puis secrétaire d'État de Bush une fois que ce dernier accédera à la Maison-Blanche. Cette réclusion, elle permet à Bush 2 choses. Éviter de faire des gaffes avec la presse et cultiver cette image de gouverneur occupé par les problèmes de son État, mais que tout le monde essaie de convaincre de devenir président. Et la parade de dignitaires organisée par l'équipe de Bush sert à détourner l'attention du public de la 2e étape du plan. Lever beaucoup d'argent. Avant septembre 1999, Karl arrive déjà à lever un montant plus élevé que tous les autres candidats combinés. 57 millions de dollars. Cette levée de fonds offre à Bush et son équipe la première victoire, ce que Rove appelait la primaire financière. Même si tous les candidats sont encore en lice, Bush est considéré comme favori dans la course, avant même qu'elle ait réellement commencé. L'homme qui en 1973 avait apporté ses clés de voiture à George Bush est maintenant l'homme qui tient le volant de cette campagne. Première bataille gagnée. Facile. La 2e bataille commence alors. Gagner la primaire républicaine. Rove entretient cette idée que George Bush est un outsider, que sa décision de se présenter est le résultat d'une vague d'admiration spontanée de la part des électeurs.
I was a reformer with results in my state. The people want somebody who can come from outside of Washington to reform the schools, reform the military, keep the economy growing. Le vrai adversaire pour Bush dans cette primaire, c'est John McCain. McCain est tout ce que Bush n'est pas. Un pilote dont l'avion a été abattu pendant la guerre du Vietnam et qui a été fait prisonnier pendant 5 ans dans des conditions atroces. Bref, un héros de guerre. Actif en politique depuis le début des années 80, expérimenté mais sans le réseau dynastique de Bush, il s'attaque directement à l'inexpérience et au manque de crédibilité de notre protagoniste. There comes a time when our nation's leader can no longer rely on briefing books and talking points. The president is a lonely man in a dark room when the casualty reports come in. I'm not afraid of that burden. I know both the blessing and the price of freedom. McCain s'en prend aussi à la quantité d'argent monstrueuse levée par l'équipe de George Bush. Face à ces attaques, Rove transforme la primaire en un combat impitoyable. En Caroline du Sud, un état clé, Rove crée des rumeurs pour déstabiliser McCain, lançant une série d'attaques anonymes, questionnant la santé mentale de McCain, des rumeurs sur une prétendue fille illégitime et au fait qu'il était soi-disant gay. Cette campagne de désinformation, diffusée dans des appels téléphoniques, des sondages biaisés et des tracts, ternit l'image de McCain. Au final, l'élément qui permet à Bush de prendre de l'avance, c'est clairement la quantité d'argent à sa disposition. Toute la campagne de McCain était bâtie sur sa personnalité et sa capacité à s'exprimer en public, sauf qu'il ne pouvait être qu'à un endroit à la fois. Bush, lui, avait investi dans des spots de pub qui tournaient en boucle dans tous les États simultanément. Il avait un tel réseau à sa disposition que tous les républicains en faveur de Bush faisaient campagne à sa place dans leurs États respectifs. Your critics suggest you're out to buy the election. How do you respond? Well, I respond that elections are never purchased. There is no such thing as purchasing election. George remporte la primaire avec 62% du vote populaire, contre seulement 31,2% pour McCain. Deuxième bataille gagnée. Victoire écrasante pour le cow-boy et son stratège. George doit maintenant gagner l'approbation de l'électorat général. Il doit alors jongler habilement pour préserver son image de républicain chrétien, tout en restant suffisamment modéré pour séduire l'électorat indécis. En face de lui, Al Gore, le vice-président de Bill Clinton. L'idée pour Rove est de voir ces présidentielles comme 50 élections séparées, une pour chaque État. Les deux candidats investissent leurs fonds au fur et à mesure du déroulement de la période électorale pour cibler les groupes clés qui leur permettraient de remporter l'élection. Mais attendez une minute, notre question de départ était comment George Bush est passé d'alcoolique déprimé à président. Si je décide de ne pas m'attarder sur les quelques mois de cette campagne, c'est parce qu'en réalité, cette troisième bataille n'est pas la plus déterminante pour notre protagoniste. Comme tous les Américains, Carl était certain d'une chose. Cette élection se décidera dans le dernier bureau de vote, dans le dernier État, à la dernière heure du dernier jour. Et comme tous les Américains, Carl pensait que la guerre s'arrêterait le soir des élections. Sauf qu'il s'était trompé. Une quatrième bataille que personne n'avait vu venir les attendait ensuite. Just over 1,700 votes out of millions cast separate Texas Governor George W. Bush and Vice President Al Gore. A margin so close, the state has now mandated a recount of all the votes. Pour gagner une élection présidentielle, un candidat doit cumuler plus de 270 votes de grands électeurs. Et au lendemain de l'élection, l'État qui aurait permis à l'un des deux candidats d'atteindre ce score, c'est la Floride. Bush est déclaré vainqueur en Floride, mais avec une marge tellement faible qu'un recomptage des voix doit être effectué. L'élection n'est donc pas terminée. Pour voter, il fallait perforer une petite carte en papier à l'emplacement du candidat choisi. Le problème, c'est que le système de perforation de bulletins de vote n'était pas 100% fiable. Le petit confetti rectangulaire, censé être poinçonné, restait parfois à moitié attaché au bulletin. La question se posait donc, un bulletin à moitié perforé doit-il être compté comme un vote valide? Pour compliquer le tout, le gouverneur de Floride est à ce moment Jeb Bush, le petit frère de George. To ensure that there is not the slightest appearance of a conflict of interest, I have chosen to recuse myself from serving on the Elections Canvassing Commission. Et la secrétaire d'État Catherine Harris, celle qui est en charge de superviser l'élection Floride, est une proche de Bush qui avait participé à sa campagne. Dans ce processus de recomptage chaotique, la bataille entre les deux camps touche plus au domaine du droit qu'à la politique. Même Karl Rove, notre brillant stratège en chef, est quelque peu perdu. Entre parenthèses, si Rove est perdu, je vous laisse imaginer où notre protagoniste en est. I beg your pardon. What was the question again? With the tabulation of all the absentee ballots. We will therefore vigorously oppose the Gore campaign's efforts to keep recounting over and over until it happens to like the result. To date, that count has shown a considerable narrowing of the margin between Vice President Gore and Governor Bush. I just want to know who really won this election. It's been counted once and George Bush won. It's been counted the second time George Bush won. How many times do we need to count for George Bush to win? Every time you pick up those cards, those things easily come apart. Now, all this legal maneuvering is taking a toll on America's patience. Across the country, 60% of Americans now think Mr. Gore should call it quits.
Après d'innombrables batailles légales que je vous épargne, le verdict est rendu le 12 décembre. La Cour suprême juge le recomptage des voix en Floride anticonstitutionnel, faute de normes suffisamment claires pour garantir un dépouillement standardisé de chaque bulletin. La Cour suprême rend ensuite un second verdict. George se souvient. Par un vote de 5 juges contre 4, la Cour a conclu qu'il n'y avait aucun moyen juste de recompter les voix à temps pour que celles-ci soient intégrées dans le total. Les résultats de l'élection resteraient tels quels, avec un décompte de 2 912 790 contre 2 912 253 voix, j'avais remporté la Floride. Je deviendrai le 43e président des États-Unis. Les 5 juges de la Cour suprême ayant voté pour la fin du recomptage étaient conservateurs. 4 nommés par Reagan et 1 par le père de George. Un ultime coup de pouce qui permet à notre monarque de monter sur le trône. George quitte la Maison-Blanche en 2008. Le vieux George est à ce jour le dernier roi d'une dynastie politique sur le déclin. Son frère Jeb, anciennement gouverneur de Floride, tentera à son tour d'accéder à la Maison-Blanche en 2016. Un flop total. L'histoire de George Bush n'est pas uniquement la sienne, mais aussi celle de ceux qui l'ont entouré, conseillé et propulsé vers le haut. George W. Bush est passé de débutant en politique à maître grâce à un mélange de facteurs. De la chance, une affinité naturelle pour la politique, un mouvement conservateur qui gagnait du momentum, et une planification stratégique astucieuse. Mais si George était le virtuose, Karl Rove était le compositeur. Un accompagnement qui se poursuivra tout au long de sa présidence grâce à des personnages clés comme Dick Cheney, son vice-président. Un accompagnement qui s'est aussi fait par le biais d'un acteur clé, Dieu. Dans cette symphonie politique complexe, le Nouveau Testament a permis à George de comprendre et simplifier le monde qui l'entourait, de diviser son champ de vision en bien et mal. Une vision manichéenne qui marquera sa présidence, où l'encre des versets de la Bible imprégnera ses discours en matière de politique étrangère. Tonight I ask for your prayers for all those who grieve, and I pray they will be comforted by a power greater than any of us, spoken through the ages in Psalm 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Amen. Thank you very much, Mr. President.